Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, on parle avec Jacinthe de rapport de force entre le fédéral et le provincial. Malheureusement, j'ai pas le mime avec les deux gars avec les deux gros bras qui se pognent de même, là, comme vous le connaissez plus que moi. Ben oui, ben en fait, c'est par rapport à une nouvelle qu'on a appris aujourd'hui. Justin Trudeau et François Legault vont se rencontrer le 15 mars prochain. On a une petite- Ils nous ont pas dit les sujets, mais on a une petite idée de qu'est-ce qu'ils vont jaser. Bien évidemment, la question de l'immigration est une question majeure, sans compter également aussi les transferts en santé, la loi 21 qui va sûrement être aller jusqu'en Cour suprême, malgré qu'elle a été autorisée par les cours supérieures. Beaucoup de sujets, mais là, le problème, c'est que François Legault, disons qu'il a un track record de négociation avec le fédéral assez merdique. Fait qu'on en parle ce matin avec Jacinthe dans toute liberté. Salut Jacinthe. Allô, Joey. Ouais, fait que est-ce que moi, la pseudo-question que j'aurais, c'est que quand ils vont se rencontrer, est-ce que Trudeau va encore appeler François Legros? Je sais pas si tu t'en rappelles, il avait comme fait une Non? annonce, il avait fait une annonce conjointe une fois, c'est peut-être il y a 1 an, 2 et demi, 2 ans, là, tu sais. Puis dans son discours, il dit: «Je suis content d'être avec mon ami François Legault». Il avait dit ça. C'était juste cocasse, mais je trouvais ça tellement surtout en plus que c'était comme une des premières rencontres qui se pognait pas le chignon parce qu'ils s'étaient beaucoup Ouais. chicanés entre-temps. Je me demande, il y a plusieurs pensaient vraiment que c'était un genre de inside puis c'était quasiment intentionnel que Trudeau ait fait ça, mais on le saura jamais, là. Mais trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que tu attends sérieusement avec les- ce qu'il va y avoir dans les prochaines semaines? Parce que là, on a beaucoup on a beaucoup de gros. Il y en a qui vont dire des mines, mais là, de le budget provincial qui s'en vient la semaine prochaine, la fameuse rencontre avec le fédéral. Est-ce que c'est vraiment le genre de ça passe ou ça casse? Là? Parce que la CAQ, elle a à la limite, selon moi, une pseudo-chance de bien paraître si elle réussit à régler ces enjeux-là de la manière réaliste et ce coup-là, sortir de la tête du sable et faire des pseudo-mesures. Là. Ouais. Parce que là, on le voit avec les autres, le panier bleu, les espaces bleus, puis il y avait un de nos auditeurs qui nous avait envoyé ça, un commentaire, il dit, écoutez, il dit, allez relire la plateforme électorale de la CAQ de l'élection de 2022. Il dit, ce qu'il proposait, il dit, il reste plus grand-chose, là, justement, parce que le panier, les espaces bleus, la question de l'immigration, c'est ça, disons que le sac commence à être vide pas mal. Là. Ouais. Puis je pense que tu le décris bien quand tu dis que cette rencontre-là du 15 mars qui est annoncée là, entre François Legault et Justin Trudeau, ça passe ou ça casse. Je pense que c'est une belle façon de le voir parce que clairement, rien ne va plus dans ce rapport de force complètement inégal. Puis il va falloir qu'on ait des résultats parce qu'on a affaire avec. C'est quand même particulier. On a deux premiers ministres. C'est des fonctions nobles, c'est des fonctions importantes, c'est Sur des papier. fonctions ben, tu sais, et là, de voir que ces gens-là, d'une part, juste cette annonce-là, il était temps. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, quand j'ai vu l'annonce aujourd'hui, bon, ils vont se rencontrer le 15 mars, il était temps. C'est ce qu'on s'attend de vous, messieurs. C'est ce qu'on s'attend de vous, premier ministre du Québec, Eh oui. que quand ça marche pas, à un moment donné, d'aller vous asseoir à Ottawa puis de dire, là, il faut jaser, il faut trouver des terrains d'entente, il faut trouver des compromis, il faut trouver des leviers de négociation, il faut trouver quelque chose dans nos rapports de force qui nous permettent de donner, faire du donnant-donnant, trouver vos leviers, messieurs, mais on s'attend à rien de moins que ça de vous, d'un premier ministre du Québec, puis du premier ministre du Canada aussi, de t'entendre avec les premiers ministres de tes provinces. Alors, c'est quand même particulier qu'on en soit rendu là où on fait des annonces dans les médias pour dire, bon, ben là, ils vont se parler. J'espère, ça aurait dû avoir lieu il y a longtemps, ça devrait être de façon périodique. Vous devriez vous asseoir de façon périodique, vous devriez prendre le téléphone puis discuter de façon très périodique sur les différents enjeux pour s'assurer qu'on n'en arrive pas à ces situations-là où ça explose, ça pète dans les médias. Il y a des articles, les ministres du palier provincial puis du fédéral s'entendent pas, se crêpent le chignon, puis finalement se font des affronts comme on a eu hier avec Mark Miller, le ministre canadien de l'immigration, qui dit ben tant pis, là, on,
vous êtes bien, c'est votre chambre de compétence de fixer vos seuils d'immigration, mais nous, on va procéder parce que ça n'a plus de bon sens. On ne peut plus endurer l'idée que dans le regroupement familial, il y a des conjoints, des conjointes qui attendent leurs conjoints, conjointes ou leurs enfants ou leurs parents depuis 3, 4 ans. Ça ne peut plus traîner. C'est la réputation du Canada, au bout du compte, qui est en péril parce que oui, ces gens-là, ils font du regroupement familial au Québec, mais au bout du compte, la résidence permanente, on l'obtient du Canada et éventuellement notre citoyenneté, on l'obtient du Canada. Fait que c'est la réputation quand même, au bout du compte, du Canada qui est sur la ligne de jeu. Mais quand même, en arriver à tous ces conflits-là ouverts sur la place publique, ça laisse tellement, ça remet en doute la hauteur avec laquelle ces gens-là occupent leurs fonctions. Et si on est dans notre travail, pas capable de travailler avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, si on a des relations tellement inefficaces qu'on produit aucun résultat puis que des conflits, peu importe pour qui on travaille, qu'on soit travailleur autonome, qu'on soit salarié, qu'on ait notre propre entreprise, quand nos relations avec nos partenaires d'affaires, nos partenaires, nos collaborateurs fonctionnent pas, la business va planter, ou on va perdre notre poste, on va perdre notre nomination, on va perdre notre emploi. Là, on a en fait plus que deux, mais on a des ministres qui occupent des fonctions importantes et qui ne réussissent pas à avoir des partenariats efficaces. C'est plus qu'un drapeau rouge qui se lève là. Alors oui, le 15 mars, j'espère que François Legault et Justin Trudeau, puis les deux ont tout avantage à trouver des voies de sortie dans les différents dossiers qui les opposent parce que les deux sont en danger sur le plan électoral. Les Oui, deux ont tout intérêt à montrer qu'ils sont capables de faire leur travail. Puis ta job, c'est de t'entendre avec tes homologues provinciaux, fédéraux. Là, c'est la base. absolument. Puis on s'entend, c'est les deux PM les plus détestés en termes de taux d'approbation du pays, autant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. Mais j'entends tout ce que tu me dis, puis moi, je pense juste une affaire. Il y a un certain chef du PQ qui est content en tabarouette, là. C'est lui, là, les conditions gagnantes d'une bonne chicane avec le fédéral. Puis je vous dis pas que la Ben chicane oui. est pas légitime. C'est vrai que, justement, ce que Mark Miller a fait, puis que le genre de bras de fer qu'il y a entre le Québec et le fédéral, il y a beaucoup d'affaires qui est légitime, que oui, il y a des arguments que le Québec, c'est du bord du Québec qui se trouve. Mais lui, il doit être tellement. Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle dernièrement qui est sortie. Là, PSPP demande un référendum en immigration. Avant la souveraineté, on va faire un autre référendum avec l'immigration. Pourquoi pas? Je dis pas que c'est pas une mauvaise idée. C'est juste que on est rendu comme à bien des places, comme tu l'as dit, avec des gens qui, à la barre qui étaient un petit peu trop incompétents. On est rendu malheureusement, on n'est plus rendu aux petites solutions de remède de remède de grand-mère. On est vraiment Ouais. rendu au remède de cheval. Mm. Puis, écoute bien, autant que je ne suis pas un expert en immigration, mais de ce que je vois, autant que je comprends que pour ce qui est travailleurs étrangers puis travailleurs saisonniers, je laisserais ça comme c'est là. De toute façon, ça va quand même très bien. Même, j'allégerais les difficultés pour pouvoir en amener, parce qu'il y en a plusieurs, c'est vraiment du monde travaillant, puis c'est aucunement des immigrants, je pense, en très, très grande majorité qui nous font défaut. Par contre, là, c'est mon mini, mini, mini côté zémourien qui sortirait. Ben, moi, je ferais shut it down. Là. Tu sais, pendant un certain nombre de temps, immigration is out. Tu sais, on le voit dans tout. On le voit dans le système de santé qui n'est pas de le gérer. On le voit dans le niveau du logement qu'on n'est pas capable de les héberger. On le voit que c'est rendu qu'il y a des camps de sans-abri jusqu'à Joliette. Puis ça, c'est juste au Québec. Dans le Canada anglais, c'est encore pire à différents endroits. Puis la merveilleuse maire de Toronto, la veuve de Jack Layton, elle a l'air de trouver ça extraordinaire. Tu sais, à un moment donné, c'est ça que je trouve plate parce que le débat de l'immigration a tellement été, je dirais pas targué, mais tellement enivré d'une genre de velours, d'altruisme que si automatiquement tu poses des questions envers l'immigration, tu es un intolérant, tu es un xénophobe, tu es un ci, tu es un ça. Alors qu'à une époque, il y avait des pays, je comprends que ça date d'un peu longtemps, mais que c'était immigration zéro, ou du moins très, très peu pendant une année de temps. À la limite, c'est comme étudiants universitaires, travailleurs étrangers, saisonniers, that's it. Pourquoi? Sachant que là, ça déborde. Tu sais, quand, quand tu laisses ta champlure de salle de bain dans ta salle de bain ouverte, mais tu n'as pas le truc pour justement dans le lavabo pour que l'eau ça coule puis ça tombe partout.
qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, ben là, faudrait acheter des contenants plastiques pour ramasser l'eau à mesure? Non, tu fermes la champlure avant toute chose, c'est la première étape. Non, Je non, mais comp tu pourrais construire une deuxième salle de bain pour s'assurer que finalement, Ouais, ou il y a un de la autre lavabo en dessous du premier lavabo, tu sais, juste pour récupérer l'eau. Mais c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'on prend le problème à l'envers. Puis écoutez, je comprends qu'on parle de vie humaine ici, là, on parle pas de transport de marchandises ou quoi que ce soit. Je suis tout à fait conscient de ça. Mais j'ai l'impression que c'est comme le gros éléphant dans la pièce de se dire: «Pourquoi pas penser à ça?» Du moins pendant un certain temps. C'est pas éternel. On aura toujours besoin d'immigration. C'est pas vouloir devenir isolationniste puis revenir le Japon de la période Edo, puis qu'à part quelques marchands hollandais, on parle pas à personne. Non, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression que autant je n'irais pas, je ferais pas un genre de Bob Côté ou un Éric Zemmour de moi-même en disant que tout est la faute des méchants immigrants. Là. Non, on a des problèmes plus complexes au Québec, puis on voit que c'est très structurel, puis c'est pas une question d'argent. Par contre, ce qui met encore plus la pression sur nos systèmes déjà défaillants, c'est cette immigration massive-là qu'on n'a pas 100% des pouvoirs. Et c'est là que je t'amène une idée, Jacinthe, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus. Parce que justement, c'est notre collègue qui est rendu chroniqueur le mardi avec Jonathan José Soucy que j'ai parlé hier, ben, que j'avais parlé avec lui de ça il y a plusieurs années de ça, puis il m'avait amené cette théorie-là, puis je me suis dit, c'est pas fou. Je vous dis pas que c'est parfait, puis je vous dis pas que ça va arriver. On le sait, les souverainistes, puis les péquistes, les caribous nous le font répéter souvent, puis c'est arrivé pour de vrai. Le Québec n'a pas signé la Constitution de 1982. Pour diverses raisons, que je ne dirais pas qu'ils ne sont pas légitimes. Au contraire, René Lévesque avait tous ses droits de ne pas signer ça après le coup dans le dos qu'il a reçu. Mais là, sachant qu'on parle tout le temps de survivance du Québec, à quel point que si on n'a pas on contrôle pas 100% de notre immigration, un peu comme Bob Côté dit, on va se faire inonder vers une marée d'anglophones ou le petit village gaulois de l'Astérix et quoi que ce soit. On se fait, on se dégrade, on va donner la Louisiane d'Amérique du Nord. Ben si on décide, OK, rouvrez la Constitution, on va vous la signer, mais en échange, vous nous donnez tous nos pouvoirs en immigration, puis vous nous écœurez plus avec ça. La question se pose. Je comprends que les États de l'Ouest vont vouloir mettre leur part aussi là-dedans, mais ça débloquerait les débats constitutionnels au Canada parce que l'argument massu de pourquoi personne ne veut retoucher la Constitution depuis les années 80, c'est qu'ils savent que le jour où c'est qu'ils vont l'ouvrir, le Québec va avoir le gros bout du bâton. Ouais. Puis le fédéral veut rien savoir de ça. Fait en se débouchant de ça, puis là, c'est une théorie politique que je propose ici, là. Est-ce qu'il y aurait possibilité de le faire? Moi, je pense que. Est-ce que Legault penserait à ça? Moi, je ne penserais pas. Là. Il n'est pas assez. Sans vouloir me flatter les épaules, là, je pense pas que ce gars-là a une pensée, théorie politique assez avancée pour penser à ça. Peut-être Koskinen, là, mais je pense pas qu'ils sont dans ces eaux-là présentement. Puis je pense pas que c'est ça qu'il va y présenter le 15 mars. Mais est-ce un scénario possible pour, à la limite, entre guillemets, garantir la survivance du Québec et non, d'une certaine façon, de ne pas être obligé de faire l'indépendance, mais de régler le problème de l'immigration, ou du moins commencer à régler le problème? Je trouve que c'est pas si pire. Je suis curieux de t'entendre. Ben, ça prendrait tout est possible, mais ça prendrait des grands politiciens. Ça Ouais, prendrait des grands politiciens autant c'est au ça qui fédéral manque. qu'au provincial. Le carrousel voudrait bien marcher, mais il n'y a pas de courant dessus. Là-dessus, je te le donne. Tu sais, remets un Brian Mulroney en place, Oui. remets des grands politiciens qui ont fait de la politique avec hauteur, avec droiture, avec grandeur, avec vision, dans un esprit aussi de collaboration. Puis c'est un peu, tu sais, c'est le sujet d'aujourd'hui, hein. Quand je parle des relations intergouvernementales qui vont pas bien entre Ottawa puis Québec, c'est lié directement aux gens, aux personnes qui sont en place, aux détenteurs de postes, les ministres provinciaux du Québec, les ministres fédéraux d'Ottawa n'exercent pas leur fonction avec cet impératif-là de travailler en collaboration, en concertation, se faire un devoir d'avancer puis de travailler ensemble. Vous avez été élus, nous avons été élus, on doit travailler ensemble, on doit trouver des solutions, on doit faire progresser respectivement nos juridictions. Je sens pas cette hauteur-là dans leur devoir
Donc tant qu'on n'aura pas ça, on va piétiner dans des chicanes comme ça de Ben, de de c'est de bas étage, il y a pas de vision à long d'étalage. terme, hein, Non, Jacinthe? Tu sais, bon, non, on le dit depuis tout le temps, mais sommes-nous surpris, sachant d'un gouvernement caquiste qui gère à petite semaine depuis ouais, quasiment son arrivée au pouvoir en 2018, tu ouais. sais, qu'ils sont pas capables d'avoir plus d'une vision long terme de plus d'un mois ou Mmh, presque. Tu sais, c'est mmh, tant aux 1-2 semaines maximum, tout dépendant de ce que les chroniqueurs puis les journaux vont nous sortir. Puis ouais. on fait bien des sondages, on fait tout ce que le monde veut, mais comme je l'explique avec mon analogie des biscuits il y a une couple de semaines, des fois, c'est pas ce qui est préférable. Mais ben, c'est ça. Puis, ben, le v'là, on parle de. Des fois, tu sais, toi puis moi, on parle souvent de Bruno Marchand puis nos maires militants, on en a parlé souvent. Le vrai courage politique, là, le v'là, le vrai courage. Hein, Le courage en politique, c'est pas faire des décisions antidémocratiques que la population ne veuille ouais, pas. mais non. C'est de vouloir avoir justement une vision, d'y aller, de quand tu rentres en politique, si je veux faire ça, 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 voici comment je vais le faire. Mmh, Et tu essaies de convaincre la population. Mais par contre, tu as l'humilité que quand même si tu as une vision puis tu y crois, si le monde ne veut pas embarquer, le vrai courage, c'est aussi de dire: «Parfait, je vous ai entendu, je trouve ça plate, j'aurais aimé ça beaucoup faire ça, mais vox populi, vox dei, vous mmh en voulez pas, that's it, that's mh. out». Pas: «Ah mais là, il faut être courageux, puis des fois, il faut prendre des décisions, qui sont pas populaires, mais qui peuvent être les bonnes». Bruno Marchand, en passant, qui a dit ça, hein, quasiment mot pour mot, là, je paraphrase à peine. Mais c'est ça. Il y Ouais, a tellement une distorsion de tu trouves-tu que dans les il y a vraiment une distorsion, ben, tu prends le Brian Mulroney comme exemple et mettons, reprenons l'époque politique de Brian Mulroney, années 80, années 90 versus aujourd'hui. J'ai tellement l'impression qu'il y a une distorsion des valeurs politiques ouais. en général, puis ça, c'est peu importe les partis, même de gauche, de droite, whatever, tu sais. On s'entend-tu que, on le dit souvent, mais le Parti libéral d'un Jean Chrétien ou d'un Paul Martin, c'est pas du tout le Parti libéral de Justin Trudeau, là. On n'est Ben plus non, ben non. même pas juste dans les actions, dans la mentalité politique, la manière Ouais, qu'ils avancent, c'est pas du tout la même affaire. Fait que quand on est rendu qu'on est très orwellien dans que c'est ça, la notion de l'État, c'est plus nécessairement, tu sais, un peu comme il disait dans l'éloge à Ronald Reagan, c'est que ministre comme premier ministre, il y a le rôle puis il y a la job. ouais, Et j'ai l'impression que ça, c'est rendu très. L'eau est rendue très brune. Là. Soit on focus totalement sur un et on oublie l'autre. Des fois, on mélange les deux, puis on n'est pas capable de faire la séparation entre les deux. C'est ça. Puis ça revient un peu à ce que je dis souvent, puisque beaucoup de politiciens semblent oublier. La politique, c'est une vocation, c'est pas une profession. mmh, Et mon but, c'est pas de dire que tous les politiciens devraient faire 40 ans de politique active. Non. Mais c'est trop souvent ça. J'ai l'impression qu'on a trop, je dirais pas rendu plus accessible la politique, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'on a rendu trop la politique, c'est bizarre à dire, mais on l'a trop normalisé. mmh Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, autant que je veux que le monde comprenne puis que les gens connaissent la politique puis se rendent ça accessible, mais en rendant ça comme une job parmi tant d'autres, j'ai l'impression que ça a comme dilué pas nécessairement le prestige, mais un peu le degré d'attente qu'on s'attend de ouais, ces gens-là. ouais. Puis autant qu'il y a une élection chaque 4 ans, mais j'ai l'impression que c'est pas assez. Ben, rajoutez à ça le fait que les référendums de toutes les sortes, on voit ça quasiment comme une moufette qui s'en vient. Là. On n'a pas le goût de s'approcher de ça à 100 mètres. Là. Fait que le fait qu'on consulte de moins en moins les gens, et c'est peut-être un peu ça qu'on s'était parlé aussi de la semaine passée, la fameuse fragilité de nos maires et mairesses et nos politiciens en général de plus en plus en porcelaine, que c'est ça, il y a comme une longue distorsion, du moins, entre les politiciens d'aujourd'hui avec ceux du passé. Ouais, ben, c'est comme si, les politiciens ou la politique a perdu toute sa noblesse. Puis Mm. quand je dis la noblesse, La je noblesse, fais ouais. référence à ce sens du devoir, ce sens de mener la population, mener ton État vers quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus juste, tu sais, tu dois amener, si tu es élu, tu dois contribuer à amener l'État vers quelque chose de mieux. C'est cette noblesse-là à laquelle je fais référence. Et on a plus l'impression qu'on a des politiciens qui sont dans des rôles transactionnels. Alors, on Mm. transige des décisions, on transige des portefeuilles toujours à courte vue, dans des objectifs très électoralistes ou dans des objectifs
de rendre des ascenseurs. Et on est dans la politique du paraître, 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 Ah, paraître. absolument, Donc, ce n'est que ça. ah ouais. Autant que c'est primordial, tu sais, l'adage, c'est que la politique est une question de perception, c'est vrai. Par contre, que ça ne soit ben, je pense que c'est un peu ça. Plusieurs se demandaient, à qui je jasais: «Comment ça les élus d'aujourd'hui?» Tu sais, quand il arrive certains scandales, à l'époque, on voyait ça plus souvent, mais aujourd'hui, c'est quasiment rendu rarissime qu'il y en a aucun ou aucune qui, par conviction, décide de démissionner ou de tomber indépendant ou de faire tu sais, même pas plus loin qu'une douzaine d'années avec Lisette Lapointe, puis Pierre Curzi, puis Lise Baudouin par rapport à l'amphithéâtre. Il y avait un minimum de conviction là-dessus, mais à cette heure, on dirait que c'est ça. On est tellement rendu dans la perception que là, il faut suivre nos lignes de com, puis que Ouais. faut pas dire plus que ce que faut pas parler trop aux journalistes, puis c'est ce que je parlais avec José aussi hier, c'est qu'à quel point je pense que c'est grandement le monde médiatique qui a créé ce climat-là. Et les politiciens s'en ont adapté, mais d'un autre côté, tu vois ça d'un point de vue extérieur de la population en général, et c'est plate à mourir. Mm. Pourtant, les médias, ils pompent ça à côté. Ah, oh, wow, quel beau politicien, quel grand. Tu sais, je ne veux pas trop déraper le sujet, mais tu sais, je ne sais pas si tu as vu passer ça, le genre de pompage de Christian Dubé avec Paul Larocque à sa cabane à sucre hier. Là. Ouais. Tu sais, comment veux-tu rationaliser un discours de chroniqueurs politiques ou de journalistes qui disent que nos députés travaillent entre 70 et 80 heures par semaine? Et j'assume qu'un ministre, surtout le ministre de la Santé du fucking Québec, doit travailler comme un fou, mais il a le temps de gérer sa cabane à sucre et faire son sirop. Ouais. Je dis pas que Christian Dubé devrait avoir jamais de congé de sa vie, c'est pas ça. Mais tu sais, 1 plus 1 égale 2 à un moment donné. Là. Ça fit pas. Là. Essayez pas de me faire rentrer un triangle dans un carré, ça marche pas. Là. C'est un drôle de message qui est envoyé, c'est clair. Puis on essaie d'humaniser les ministres, mais humanisez-vous donc Ben, en comprenant bien le rôle que vous avez et en vous assurant de remplir avec hauteur ce rôle-là. Tu parles de Christian Dubé en santé, c'est un dossier litigieux, là. On a des transferts fédéraux en santé qui sont actuellement à risque. On risque de perdre 900 millions de dollars de transferts fédéraux en santé si on ne s'entend pas avec Ottawa avant le 31 mars. Donc, il reste 3 semaines à Québec pour s'entendre avec Ottawa sur les transferts fédéraux en santé qui, Justin Trudeau a annoncé des ajouts de sommes importantes en santé, mais il veut transférer ces sommes-là aux provinces conditionnelles à certains éléments pour lesquels là, il veut que les provinces s'engagent. Et là, la majorité, je pense que toutes les provinces, je pense que même l'Ontario vient de signer il y a 3 semaines, je pense que toutes les provinces se sont entendues. Il reste Québec à s'entendre avec Ottawa pour ne pas perdre les transferts fédéraux en santé. Mais c'est un autre dossier litigieux dans lequel on fait de la partisanerie, puis on est aveuglé par notre partisanerie puis notre idéologie. Là, ce que Québec dit, c'est Ottawa veut empiéter sur nos champs de compétences en santé parce qu'il veut assortir les transferts fédéraux de certaines conditions. Il y a juste à nous donner de l'argent, il n'y a pas d'affaire à sortir de conditions. Tu peux t'entêter dans ton idéologie tant que tu veux. Je suis fortement pour un État décentralisateur. Je suis pour l'importance de respecter les champs de compétences des provinces. Je trouve ça important d'avoir un Ottawa décentralisé et des provinces fortes. J'y crois. Mais au-delà de ça, cela étant dit, là, quand tu as à composer avec un Ottawa qui est très centralisateur puis qui est très contrôlant, bien, tu peux continuer à te boquer ou tu peux travailler avec les gens qui sont là, qui sont en place, qui ne font pas ton affaire parce qu'ils sont très centralisateurs, mais il va falloir composer avec eux. Et là, on a Québec qui ne bouge pas puis qui fait juste dire non, non, mais transférez-nous l'argent, on n'a pas besoin d'avoir des conditions. En même temps, quand tu as eu besoin de l'armée pour intervenir dans ton réseau de la santé durant la pandémie, on l'oublie trop souvent, ça. tu l'as perdu, ta crédibilité. Tu l'as perdu. Ouais. Tu as eu besoin d'Ottawa, tu as eu besoin de l'armée pour gérer ton réseau de la santé pendant la pandémie. Après ça, c'est difficile de dire envoyez-nous l'argent, on est correct. Puis, tu sais, Ottawa, il faut comprendre aussi les raisons qui l'amènent à vouloir assortir des conditions. Puis,
moi, je trouve ça important d'être capable de se mettre dans la peau de l'autre partie prenante. Puis même si je suis d'accord avec l'idée qu'on devrait avoir un gouvernement fédéral très décentralisé. Je peux comprendre aussi qu'en matière de santé, ils s'attendent notamment, là, il veut que les provinces travaillent à moderniser les systèmes de données sur la santé pour rendre les dossiers de patients plus accessibles puis transférables à l'échelle du pays. Bon, il veut informatiser les dossiers santé. Il veut aussi que les provinces mesurent les progrès par rapport aux objectifs fixés par l'Institut canadien d'information sur la santé pour rendre des comptes publiquement chaque année sur cette performance-là. Les objectifs sont quand même louables, sont quand même... dans le fond, ce qu'Ottawa dit, c'est on va vous donner plus d'argent en santé, mais il va falloir qu'on vous fassiez la démonstration que cet argent-là est utilisé à bon escient, puis qu'elle rapporte, puis qu'il y a Ben, il y a un retour c'est sur ça un deal. investissement. Tu sais, ben Tu sais, oui. un deal, c'est pas d'avoir tout ce qu'on veut de chaque bord, mais qu'on fait tu sais, Ottawa veut un deal, le Québec veut un chèque en blanc. Ouais. C'est Ouais. de même ça marche, là. Ouais. Tu sais, puis je comprends. Les compétences provinciales reliées à tout ça, je peux respecter ça all the way, mais comme tu l'as dit, on est face à deux gouvernements idéologiquement très étatistes, très centralisateurs, Ouais. que leur solution est toujours plus gros, plus grand. Et au lieu de justement aller vers la voie de la décentralisation, vers davantage de privé en santé pour justement désengraisser le système. Je t'en parlais un peu avant de commencer le podcast, que ce qu'on avait parlé lundi avec Karim, le simple fait que des médecins font le va-et-vient du public au privé, Ouais. pas nécessairement pour s'enrichir, pour faire davantage de chirurgie et donc Mm. alléger les listes d'attente. Mais non, il ne faut pas faire ça. Fait que là, le gouvernement est présentement en réflexion pour essayer de réduire ça. Ouais. Fait que, ils font tout pour pas que ça marche. Ça pète. Ils sont surpris que le fédéral lui demande des conditions, va leur donner du cash en pensant. C'est comme si tu vois ton bateau couler. Là. Ah non, t'inquiète pas, il flotte encore. Ouais, mais c'est. Non. Tu deviens. Clairement, il coule. Là. Ça marche pas. Là. Fait que, Ouais. si tu veux que je te donne le cash pour qu'il découle, ben prouve-moi que d'un, tu es capable de le découler, puis deux, que tu m'en demanderas pas encore plus d'ici. Les transferts en santé, négociation, c'est quoi? C'est aux 5 ans? C'est au. Je sais pas c'est quoi les délais. En tout cas, c'est pas tous les ans qui font ces négociations-là, Jacinthe, je ne penserais pas. Hein? Me semble que oui, mais là, je sais pas. OK. Tu me Puis en prends au plus, c'est pas cours. la seule, ce qui se passe en santé. Tu sais, la grève des infirmières qui est toujours pas réglée présentement au Québec non plus. Ouais. Ah non, ça va bien. Ça va bien dans la belle province, sérieusement. Et j'ai aucune idée comment le gouvernement Legault va se sortir de ce goulag-là. Ça semble être vraiment un genre de puits sans fond. Puis à part vouloir sauver les pots cassés, je ne comprendrais. À moi de quoi d'extraordinaire, il faudrait quasiment, entre guillemets, je le souhaite pas, puis je suis sûr que ça n'arrivera pas, là, mais une genre de deuxième crise majeure, là, une guerre mondiale, une pandémie ou whatever, pour qu'ils puissent se garder au pouvoir d'ici là, parce que pour le reste du temps, elles sont faites. Je C'est vois quand pas. même Puis c'est quand même particulier parce que le gouvernement Legault a mis en place le Bureau du Québec à Ottawa. Donc, dans son premier mandat, dans son premier 4 ans au pouvoir, je pense que, je ne sais pas si c'est en 2020, je pense que c'est en 2018. 2020 ou 2000. Non, mais en 2018, la CAQ a été élue, là, mais je pense que le Bureau du 2010. Québec à Ok, Ottawa, c'est ouais, en ouais. 2018 qu'ils l'ont fait. Je pense que c'est 2019 ou 2020 Mm. que la CAQ a ouvert un Bureau du Québec à Ottawa pour favoriser la diplomatie intergouvernementale plutôt. Donc, il y avait là une volonté de se rapprocher d'Ottawa, il y avait là une volonté d'influencer, d'avoir finalement une diplomatie active entre les deux niveaux de gouvernement. C'est particulier que ce gouvernement-là qui affichait cette intention-là, puis qui a créé un bureau du Québec à Ottawa, puis qu'on a en ce moment des gens qui travaillent quotidiennement sur les relations intergouvernementales. Comment se fait-il qu'avec cette mesure-là qu'on a mis en place, on a des résultats aussi médiocres? Il y a les individus qui sont porteurs des dossiers, qui sont les ministres, qui devraient être travaillés plus efficacement, mais on a aussi toute une machine en dessous qui est censée faire avancer les dossiers qui vraisemblablement ne livre pas les résultats escomptés parce que ça n'a pas de bon sens là, que ça soit éclaboussé comme ça. Puis, il faut penser aussi toute l'image que ça renvoie. Il n'y a rien de bon pour personne dans ça. Il n'y a rien de bon. Non, L'image absolument. du Québec dans le reste des provinces
est entachée. L'image du Québec à Ottawa, on fait rire de nous parce qu'on n'est pas capable de s'entendre sur aucun dossier, on fait juste faire faire de finalement, c'est peut-être un syndrome de l'opposition, là, qu'on on est peut-être en syndrome d'opposition, là, trouble de l'opposition. On est en trouble d'opposition avec Ottawa. Non, vous voulez nous donner des transferts en santé, mais on ne veut pas de conditions. Non, en immigration, ça va prendre 3-4 ans avant que les conjoints puis les familles arrivent. Puis c'est comme ça, nous. On n'essaie même pas. Vas-y. Ben non, vas-y. J'allais dire, on prend même pas le temps de vouloir se faire des alliés avec les autres provinces canadiennes. Ouais. Dans la mentalité, à part les rencontres des PM une fois par année, là, on dirait que le Canada, c'est Ottawa puis la province de Québec. Bon, à la limite l'Ontario, là, pour être fin. C'est vrai. Puis le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, qui est allé en Alberta rencontrer la première ministre de l'Alberta notamment, puis qui est allé se promener dans l'Ouest canadien, ça m'avait frappé. Je m'étais dit, quand il était parti, ça fait 2 semaines qu'il est allé là, je me disais, Caroline, comment ça François Legault n'a pas fait ça? C'est vrai qu'on a un devoir aussi de travailler en collégialité avec les homologues des autres provinces aussi, puis on la sent pas tant que ça. On fait pas mal cavalier seul, puis ça nous sert pas. Ça nous servirait si on était très fort sur le plan économique. Si on avait un PIB extrêmement croissant de façon phénoménale, puis on avait une économie forte, puis en pleine expansion, on pourrait peut-être se permettre de faire cavalier seul dans la fédération. Mais en ce moment, on n'est pas en posture de grande force, alors on devrait peut-être être un peu plus modeste dans nos approches, puis aller ouvrir la porte, aller tendre la main à d'autres partenaires, puis entendre ce qu'ils ont à dire. Tu sais, puis je reviens sur l'immigration, le 15 mars, François Legault va aller rencontrer Justin Trudeau. Ils vont certainement parler d'immigration, peut-être de transfert en santé aussi, peut-être de la loi 21 aussi, mais en matière d'immigration, c'est aussi particulier qu'on dise qu'on ne veut pas en accueillir plus que 10 000 personnes immigrantes du regroupement familial, donc de cette catégorie d'immigration-là, mais qu'en même temps, on met des sommes très considérables dans des agences de développement économique. Il y a des fonds publics fédéraux, provinciaux et même de certaines villes qui vont dans des agences de développement économique. Au Québec, il y en a plusieurs qui organisent des missions à l'étranger de recrutement de travailleurs étrangers. Fait en ce moment, on investit des fonds publics, des contribuables, on prend leur argent, on met ça dans des agences de développement économique, on envoie des gens en mission à l'étranger, au Brésil, en Tunisie, au Maroc, en France. On fait plein de missions partout là, pour aller recruter des travailleurs, alors qu'on a des goulots d'étranglement en immigration remplis de gens qui sont prêts à rentrer au Québec et à venir travailler ici, mais on maintient ces goulots-là bien serrés, mais on dépense de l'argent pour aller faire du cherry picking, pour aller finalement faire de la sélection très, très spécifique, très, très individualisée de qu'est-ce qu'on veut comme personne immigrante pour remplir nos besoins spécifiques dans certaines entreprises ou dans certaines industries, alors que dans les faits, dans ce goulot d'étranglement de nos différents programmes d'immigration, c'est rempli de travailleurs qui, certainement, pourraient rencontrer les exigences des employeurs du Québec. Là, tu sais. Et c'est tout croche. Je ne sais pas si tu avais vu la nouvelle, c'est-tu en début de semaine ou le week-end passé, le journal Le Soleil, qui avait un Français qui habitait au Québec depuis au moins 8 ans, qui n'était pas citoyen encore, mais qui attendait toujours après sa résidence permanente. Et là, j'assume que là, la surmédiatisation de son cas a dû sûrement l'aider. Peut-être que ça va régler son cas, mais ça reste qu'il est passé proche, ou du moins, il était passé proche de se faire redéporter en France, alors que lui, il travaillait pour une entreprise de la Rive-Sud de Québec, puis il était déjà installé, puis il faisait sa vie, puis il paye des impôts, puis tout ça, puis il parle français. Tu sais, c'est comme, c'est le target des migrants que tout le monde veut au Québec, semble-t-il, mais lui, ça marche pas. Tu sais, je trouve tellement que beaucoup demandent des états généraux en éducation, puis avec raison, mais j'ai l'impression que ça va prendre des états généraux dans quasiment tout, dans pas long. Là. Tu sais, il y a tellement, ça va tellement, autant que je comprends que le fédéral a une grosse part du blâme au niveau du ministère de l'Immigration canadien, qui est une lenteur
quasi escargoesque, là. Je sais pas comment, je viens d'inventer un mot, là. Mais Québec aussi a sa part du blâme aussi là-dedans sur bien des enjeux. Puis c'est beaucoup de gens qui viennent avec l'immigration que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était un chiard Ah oui. à ce niveau-là. Puis mon but, c'est pas que ça devienne une passoire puis tout le monde rentre in and out, là. Mais que, écoutez, il faut réformer les Christie de méthodes, les formulaires, puis de comment faire ci, comment faire ça. Puis justement, ça aussi, c'est un des attraits. Je comprends que de Saint-Denis, des attraits, on n'en manque pas, mais on a trop d'immigrants qui viennent, mais le- 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 la bonne gestion de comment recevoir nos immigrants prouve de la volonté qu'on a à vouloir les avoir pour de vrai, et non pas parce qu'on est obligé de les avoir non plus. Fait que c'est la perception encore là qui est très importante de notre côté, là. Mhm. Oui, puis de continuer de faire des missions comme ça pour aller chercher des travailleurs à l'étranger et de laisser poireauter des humains, des gens sur des listes d'attente pendant des années de temps avant qu'ils puissent arriver, ça donne aussi une drôle d'image. Ça nous dépeint comme une drôle de société où est-ce qu'il y a certaines personnes qu'on est prêt à payer pour aller chercher, pour aller convaincre. Parce que, tu sais, Mm. les missions, là, les missions à l'étranger de recrutement, là, c'est pas juste des missions de recrutement. Là, on va là-bas pour convaincre, pour charmer Hop, les gens. on va les Venez former. au Québec, voyez qu'est-ce qu'on a comme programme, voyez nos écoles, nos universités. Ça coûte pas cher les études universitaires au Québec. Et là, on met de l'avant tout ce qu'on a de beau puis de bon à offrir ici. Donc, on fait des campagnes de charme, de séduction, alors que dans les faits, il y a des humains qui poirotent sur des listes d'attente pendant une éternité. Il y a aussi des immigrants qui sont ici, qui ont du mal à faire reconnaître leurs compétences parce qu'il y a des ordres professionnels, il y a des universités très, très, très fermées. Puis un ingénieur qui a fait son bac en génie ailleurs qu'au Québec, ben, il doit recommencer son bac au complet parce que, tu sais, ingénieur ailleurs, c'est pas comme ingénieur ici. Donc, on leur impose de refaire leur baccalauréat au complet plutôt que de simplement parfois faire des courtes mises à jour. Je dis bien des courtes mises à jour. Il y en a des mises à jour, là, mais on demande presque soit de refaire les formations au complet ou on demande d'en faire énormément à des pères, des mères de famille qui ont exercé leur profession pendant déjà 10, 15, 20 ans ailleurs à l'étranger dans leur pays d'origine. Ils arrivent ici, on leur demande de recommencer au complet, de recommencer les études avec leur petite famille qui arrive ici. On traite mal ces gens-là, mais on continue d'investir pour aller charmer d'autres gens alors qu'on a nos goulots d'étranglement. Ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Puis après ça, quand on veut négocier avec nos homologues, par exemple à Ottawa, ben c'est sûr qu'on n'est pas pris au sérieux. Comment veux-tu être pris au sérieux quand tu fais pas ton travail avec rigueur et avec un sens du devoir, du grand devoir? Tu dois avoir avec un grand D. Oui, oui. Ah, absolument. Ben, regarde, j'espère juste, puis là, c'est mon côté peaufineux, là. J'espère que ça va être une vraie rencontre sérieuse, Ouais. protocolaire, et non pas genre une affaire. Te rappelles-tu la dernière qu'elle avait faite, ou en tout cas celle de la dernière année et demie, là? C'était Ouais, comme full stagé dans un genre de restaurant ouais. d'Ottawa, puis t'avais comme Trudeau puis Legault qui se croisaient juste en avant l'entrée. Hey, comment ça va? Come on, give me a fucking break, là. C'est de la pièce de théâtre de Ouais, seconde, de quatrième année, là. Give me a break, là. ouais. C'est pas le temps, là. Vous êtes les Hein, pires, vous êtes les plus haïs du pays, là. C'est pas ça qui va vous aider, là. Ce qui va vous remonter dans votre code de popularité, c'est justement quand enfin vous vous grouillez le cul et vous réglez les problèmes. Non, chez moi, avec vos mm. petites pièces de théâtre, là, Les c'est deux ça. sont pas nouveaux dans leur fonction. Les deux savent comment que la machine fonctionne. Les deux sont en poste depuis longtemps. Les deux sont en danger. Les deux ont tout intérêt à s'entendre. Les deux ont l'expérience qu'il faut pour comprendre puis s'élever avec hauteur. On s'attend à rien de moins que ça d'eux, de s'asseoir ensemble avec hauteur puis de discuter de tous les dossiers litigieux entre Québec et Ottawa. L'immigration, mais je veux pas juste j'espère qu'on n'a pas un ordre du jour juste sur l'immigration. L'immigration, la loi 21, les transferts fédéraux en santé, puis les autres dossiers auxquels je ne pense pas en ce moment, mais qui sont tout aussi importants pour qu'enfin on progresse puis que ces gens-là comprennent qu'ils n'ont pas le choix de travailler ensemble. C'est eux qui sont en poste actuellement. Alors, travailler. Absolument. C'est drôle, tu dis sont en danger. Ça me fait rien que penser à Occupation Double. Tu sais, me semble, cette semaine, Justin et François sont au balotage. Vont-elles quitter la maison? Fait que ça me fait rire. Mais tu as absolument raison. Ça se trouve, peut-être, c'est un peu le
le feu commence à lui brûler un petit peu le dessous des pieds. Dans ce cas-ci, c'est Pierre Poilievre avec Justin Trudeau, puis PSPP au provincial avec Legault, que peut-être ça va finalement les pousser à nos deux grands amis, puis Ouais, nos deux grands amis, là, de peut-être régler leur. fédéraliste. Ouais, Nos 2 supposément grands amis fédéralistes, fédéralistes. de régler leurs différends, puis peut-être justement la réalité politique et réalité tout court avec un grand R va peut-être les pousser à finalement avoir une vraie entente sur le sens du monde. En tout cas, les prochaines semaines nous le diront. Si ça se trouve, on fera un autre épisode prochainement pour voir les résultats de ce qui va découler de cette dite rencontre. J'assume bien évidemment, en tout cas, ça me surprendrait beaucoup qu'on ait des leaks à peine la rencontre terminée de qu'est-ce qui a été signé, à moins qu'ils veulent vraiment faire une genre d'annonce conjointe là-dessus. Mon feeling, ça va être plus genre dans les jours et les semaines qui suivront de cette rencontre-là qu'on va voir les résultats tomber au compte-gouttes. Ça va sortir assez majeur s'il y a des trucs qui se règlent, mais il faut que ça se règle, parce qu'à un moment donné, ça n'a juste plus de bon sens. Là. Ouais. Mais il faut aussi, oui, régler les problèmes, mais pas les régler de genre, OK, on retarde l'inévitable, on met la poussière en dessous du tapis. Il faut vraiment régler pour un bon bout. Là. Quand on dit régler, c'est que c'est comme un genre de minimum une génération, là, peut-être même une et demie, là, avant que ça devienne un problème majeur. Là, au lieu que c'est tout le temps, là, on est à deux doigts de se noyer vite, un petit peu plus d'argent, un petit peu plus d'argent, un petit peu plus d'argent. On n'est plus là-dedans, j'ai l'impression. Je pense que c'est beaucoup en plus qu'on voit ça à travers l'Occident, que le monde sont plus capables des petites solutionnettes Ouais. sur les coins de table parce que c'est plus suffisant de un, puis aussi parce que ça fait juste ça que vous nous proposez depuis tant de temps pour garder votre statu quo, mais la réalité frappe à un moment donné, puis plus longtemps qu'on attend, plus longtemps qu'on ne réalise pas le réel, plus ça va faire mal, j'ai l'impression. Fait que Ouais. raison de régler ça au PC, bien Ouais. évidemment. Yes. Ouais. Écoute, Faites des Jacinthe, hommes ouais, faites vas-y. des hommes de vous. Yes, ouais. Dans une femme, tu as le droit de le dire. Yes, sir. Merci beaucoup, Jacinthe. Toujours le fun de jaser avec Merci, toi. Fait Joey. qu'on se revoit la semaine prochaine. Yes. Bye.